On revient évidemment sur cette journée d'hommage, sur cette séquence qui a marqué ce matin un président extrêmement seul sur ces Champs-Élysées déserts. On parlera aussi d'immigration. Laurent Jacobelli, le Rassemblement national a créé une crise diplomatique entre la France et l'Italie à la frontière. Félicitations, bravo. Alors, écoutez, on avait besoin de ça en ce moment. Pour vous, Gérald Darmanin n'a pas sa carte au Rassemblement national et c'est lui qui a créé la crise. À la frontière italienne quand même. Non, on soulève des sujets, on est lanceur d'alerte et apparemment ça irrite le ministre de l'Intérieur. Bon, la semaine dernière, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a eu une phrase assez particulière. Il a dit « Les immigrés d'aujourd'hui seront les délinquants de demain ». Yaël Braun-Pivet a répondu. On en parlera dans un instant, je tease. Mais ce qu'elle a dit est assez fort, et vous allez peut-être lui répondre. C'est-à-dire que le bras de fer sur la question migratoire n'est toujours pas terminé. Mais revenons sur cette commémoration d'un président seul. C'est la question qu'on se pose. Avec, en parallèle, je voulais vous montrer ce sondage, de l'opinion sur les libertés individuelles, sondage IFOP. 64% des Français considèrent que les libertés individuelles se sont affaiblies ces 10 dernières années. La liberté d'expression, on a perdu 20 points entre 2015 et 2023. 64% des Français qui s'inquiètent justement donc de ces libertés individuelles qui s'affaiblissent. On a des Français inquiets pour leurs libertés individuelles. Oui, 64. Non, oui, suivez ma voix, cher Gilles Maintré. C'est 64%. Suivez ma voix. Suivez ma voix. 64% des Français considèrent que les libertés individuelles se sont affaiblies. Le président. Et la liberté d'expression, 54%, bien sûr. Mais c'était sur le premier, je le dis aux équipes en régie, c'était sur le premier graphique qu'il y avait un problème. Emmanuel Macron, si seul ce matin, Gilles Maintré, ça vous a surpris ou pas? Oui, c'est une image qui est très frappante et qui est dans la lignée de ce qu'on a vu depuis quelques semaines, enfin depuis ce conflit sur les retraites, où, à force de prendre des mesures qui, là aussi, étaient souvent liberticides, quand on a vu qu'on a interdit les dispositifs sonores pour parler des casseroles, quand on a vu qu'il y avait plein de manifestations qui étaient interdites et ensuite immédiatement cassées par le juge, on s'est dit qu'il y avait une fébrilité du pouvoir autour de ces manifestations. Alors, pour être honnête, c'est pas que le pouvoir, c'est qu'en face du gouvernement, il y a tous ces black blocs, tous ces casseurs qui font que la moindre manifestation aujourd'hui devient une manifestation de casseurs. Oui. Vous donnez les chiffres tout à l'heure, Elliot, quand il y a 20 000 manifestants à Lyon et que sur ces 20 000, il y en a 2 000 qui sont des casseurs, on voit bien que c'est la liberté de manifester elle-même. Pardon, le pré-cortège à Paris, lundi dernier, vous aviez un pré-cortège, c'est les cortèges en amont du cortège syndical, donc en plus c'est en toute illégalité, et vous aviez 20 000 personnes dans ce pré-cortège, vous aviez 18 000 individus qui étaient avec 2 000 éléments radicaux. Donc il faut sauver la liberté de manifester en étant beaucoup plus radicaux sur justement le suivi des black blocs et des casseurs. Et on a parlé beaucoup de solutions autour de la table. Il y a une solution qui était comme très pragmatique, qui est demandée par tous les syndicats de policiers, c'est d'avoir plus d'officiers de police judiciaire présents dans les manifestations pour pouvoir faire des flagrants délits et immédiatement écarter les casseurs. Je dis tout aux téléspectateurs. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'image des Champs-Élysées avec le président seul, je me suis dit, mais on va faire un parallèle entre ce qu'on a vu ce week-end avec le couronnement du roi Charles III, avec ces Britanniques qui faisaient la fête. Effectivement, on ne peut pas comparer le couronnement historique de Charles III avec, c'est ce que m'a dit ma collègue, justement avec les commémorations du 8 mai. Mais il y a peut-être un juste milieu. Des Champs-Élysées déserts pour le 8 mai, c'est un peu gênant, quand même, Laurent Jacobelli. C'est plus que gênant. Moi, je pensais à la chanson « Je marche seul ». C'est-à-dire que comment en est-on arrivé là? C'est-à-dire le 8 mai, ça célèbre la victoire contre l'Allemagne nazie des Français qui étaient rassemblés, des communistes, des syndicalistes, des gaullistes, des centristes, des anarchistes même. Tous ces gens-là rassemblés pour défendre la France, la République et ses valeurs. Aujourd'hui, le président de la République, il est seul, sans aucun allié, avec des Français qui sont contre lui et lui contre les Français. Il s'en méfie tellement maintenant qu'il les éloigne. C'est une image qui montre où on est arrivé la Macronie. Emmanuel Macron gouverne avec Emmanuel Macron pour les amis d'Emmanuel Macron. Et donc il est seul dans sa manière de gouverner, seul dans sa manière de décider, seul quand il défile. C'est terrifiant. C'est-à-dire que le président de la République n'a plus aucun lien avec les Français, Français qui ne veulent plus aucun lien avec lui d'ailleurs. Et dans cette solitude, il y a eu quand même un fait politique hier. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est dans la shortlist pour remplacer Elisabeth Borne, il était dans cette shortlist parce qu'il a dit hier
je refuserais Matignon. Nathan Devers, maintenant, personne ne veut rejoindre même Matignon, même devenir chef du gouvernement quand on n'est pas dans la Macronie, ça pose problème. Et oui, en l'occurrence, Madame Borne a dit qu'elle voulait repenser les 4 prochaines années du quinquennat, donc elle est presque plus présidentielle que le président lui-même. Juste pour revenir sur les images, la comparaison avec le Covid m'a aussi frappé. Et c'est-à-dire que vraiment, il faut insister sur cette idée que la période du Covid a été une période d'expérimentation politique, par-delà la lutte contre l'épidémie, où on a utilisé des nouvelles manières de gouverner qui sont ensuite appliquées, qui se normalisent. Là, on voit bien, c'est des images qui reviennent. Et c'est là qu'on rejoint le sondage sur les libertés publiques. Moi, j'aimerais faire remarquer cette contradiction qui, à mon avis, est majeure. Donc 70%, une majorité de Français... 64% des Français considèrent que les libertés individuelles se sont affaiblies ces 10 dernières années. Se sont affaiblies. J'imagine que sur les 64 s'en attristent. Il n'y a personne pour s'en réjouir. Oui. Mais si vous voulez, paradoxalement, il y a aussi, c'est à peu près 64% de Français qui ont en fait valorisé, qui ont souhaité ce recul des libertés. Que ce soit avec le coronavirus, toutes les mesures liberticides ont été soutenues par une majorité de la population. Donc voilà, c'est trop facile de critiquer le gouvernement. Que ce soit aujourd'hui avec un autre avatar du discours liberticide, qui est le discours sécuritaire. On en parlera peut-être quand on parlera de la délinquance. Vous avez la version 2.0, la version retouchée. 64% des Français considèrent qu'elles se sont affaiblies, 30% renforcées et 6% renforcées ni affaiblies. Que ce soit aussi donc avec le discours sécuritaire, qui est une autre modalité du liberticide. On en reparlera peut-être avec le moment sur la délinquance, mais il y a aujourd'hui d'autres forces politiques qui veulent ce discours du sécuritaire. On n'est plus dans une époque de la liberté. Et juste rendre en hommage, en un mot, à Philippe Solers, qui a incarné cette liberté-là, qui s'est en train de autre thématique. Avançons un tout petit peu, il nous reste une dizaine de minutes et on a 2 grands thèmes. L'immigration et les atteintes à la laïcité. Mais d'abord l'immigration, puisque le gouvernement promet de durcir la loi contre l'immigration illégale, et l'opposition accuse le gouvernement d'attentisme. Vous n'en faites pas assez, c'est trop lent, ça ne marche pas. Je vous vois lever les bras, Laurent Jacobelli. Épicentre de ces tensions politiques, c'est la frontière italienne. Gérald Darmanin a attaqué Giorgia Meloni, c'était en quelque sorte une victime collatérale d'un bras de fer entre Jordan Bardella et le ministre de l'Intérieur. Et rebelote ce dimanche. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, attaque Jordan Bardella. Alors pourquoi elle l'attaque ? Parce que mercredi, Jordan Bardella était à Menton et il a dit cette phrase « L'immigration d'aujourd'hui, c'est la délinquance de demain ». Écoutez. Je pense que les chiffres de l'immigration d'aujourd'hui sont en tout cas les chiffres de l'insécurité de demain. Et parce que je pense que gouverner, c'est prévoir, je pense qu'il est temps d'arrêter l'immigration aujourd'hui en France et de reposer des frontières à l'Europe. J'ai trouvé cette phrase très choquante. Dites-nous pourquoi. Parce que vous savez, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais moi, quand j'étais enfant et que j'allais à l'école, dans les années 80, je voyais une affiche. C'était 1 million de chômeurs égale 1 million d'immigrés de trop. C'est ça qu'on disait. Eh bien là, ça relève exactement du même amalgame nauséabond. Yael Braun-Pivet qui fait référence à des affiches du Front National en 1978, si je ne m'abuse. L'immigration, les chiffres de l'immigration d'aujourd'hui sont les chiffres de la délinquance de demain. Voilà ce que disait Jordan Bardella. C'est pas un peu trop, Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national ? Plus de 90% des agressions dans les transports en commun de la région parisienne sont le fait d'étrangers. J'ai visité la prison de Metz il y a quelques semaines. Plus d'un tiers des détenus sont des étrangers. Oui, il y a un lien terrible entre l'immigration et l'insécurité. Ça ne veut pas dire une seconde que tous les gens qui immigrent sont violents ou sont des délinquants potentiels. Ça veut dire simplement qu'en ne choisissant plus du tout qui arrive chez nous, en ne contrôlant plus du tout les frontières, certains arrivent pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire obtenir des aides sociales, parfois frauduleusement, et parfois, effectivement, agresser un certain nombre de Français pour faire leur quotidien. Et donc, tout cela n'est plus acceptable. On ne peut pas le nier, les chiffres sont terribles, mais ils sont réels. Oui, il y a une surdélinquance parmi les étrangers en France. Et donc, la situation n'est plus tenable. Il faut à nouveau contrôler qui vient chez nous. C'est ce que font à peu près toutes les démocraties au monde en dehors de l'Union européenne. Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, est toujours avec nous. Peut-être que vous souhaitez répondre à Laurent Jacobelli qui prenait des chiffres pour expliquer notamment la délinquance dans les transports en commun, la détention en Alsace, en Moselle, pardonnez-moi. En Moselle, mais en France, c'est 25%. Bien sûr. Allez-y, oui. Louis Marguerite.
Tout à fait. Mais d'abord, on n'est pas surpris par ces discours. On a d'un côté la France Insoumise qui nous explique que tous les problèmes viennent des riches ou des super riches, et puis le Rassemblement national qui nous explique que les problèmes viennent des étrangers ou des immigrés. Je pense que là-dessus, il faut avoir un discours assez clair et surtout avoir des mesures très précises. Il y a une immigration clandestine qu'il faut combattre sans relâche. Il y a des gens qui sont sur notre sol, soit de façon clandestine ou même de façon régulière, qui commettent des délits, et ça, ils n'ont pas vocation, des délits graves, et ça, ils n'ont pas vocation à rester sur notre sol. Il faut être beaucoup plus efficace, et effectivement, on n'est pas encore à un niveau d'efficacité acceptable qui permette effectivement d'exécuter les OQTF, d'avoir des délais qui soient plus courts, parce que là, on a des délais extrêmement longs qui ne sont pas bons en termes d'efficacité. Mais en revanche, expliquer que du jour au lendemain, comme ça, il faut arrêter l'immigration, je pense qu'il faut avoir un débat serein là-dessus, à savoir, on doit savoir qui on accueille, pourquoi on les accueille, et voilà. Et donc, je pense que c'est ça qu'on n'a pas encore bien réussi à faire, mais Louis Marguerite, malheureusement, la connexion est difficile. C'est toujours embêtant parce que c'est intéressant et c'était une question essentielle. Et je voulais qu'on parle ensemble de laïcité juste après. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, monsieur le député, mais le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a fait un déplacement la semaine dernière au Danemark. Le Danemark, c'est un gouvernement social-démocrate. Mais ce gouvernement a pris des positions radicales. Officiellement, c'est 0 réfugié. Voilà comment s'est présentée la politique migratoire au Danemark. L'objectif aussi, c'était l'une des propositions de ce gouvernement, c'est d'externaliser les demandes d'asile, notamment sur des pays tiers, comme le Rwanda. Le Danemark, dans certains États, si je ne m'abuse, il y a des peines qui sont doublées pour les extra-européens, pour des criminels extra-européens par rapport aux Danois. Vous seriez prêt à prendre ces mesures-là ou pas, monsieur le député? Alors, ces mesures stricto... Alors, vous avez raison. Le Danemark a eu des taux, en tout cas une diminution très forte des votes pour l'extrême droite, qui passait de plus de 20% à quasiment 2% des élections. Et ils ont eu une politique assez restrictive, effectivement, en termes d'accueil. Notamment, ils ont imposé des critères assez élevés, notamment des critères de revenus. Je crois que c'est maintenant, il faut au moins 50 000 euros pour avoir un titre de séjour au Danemark. Alors, je ne dis pas qu'il faut les copier stricto sensu, mais je pense que, en tout cas, se dire qu'il faut contrôler l'immigration et être restrictif, je ne sais pas, mais en tout cas, avoir des critères qui soient clairs, lisibles et applicables, je pense qu'effectivement, on peut s'en inspirer. Alors, comparaison n'est pas raison, mais je pense que ça peut être intéressant, parce qu'en France, ce qui est clair, c'est que l'immigration est un vrai sujet, et les gens attendent des résultats qui ne sont pas encore là, et il faut qu'on les atteigne. Monsieur Marguerite, merci pour ce duplex. Malheureusement, la connexion est un peu coupée. Je présente mes excuses à tous les auditeurs. Revenez sur le plateau, monsieur Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Sur la question migratoire, ce bras de fer qui est engagé, c'est intéressant parce que la présidente de l'Assemblée nationale a directement renvoyé le Rassemblement national à son histoire, à savoir le Front national. Et alors, justement, en préparant l'émission, je voulais vous poser une petite question. Il y a un ministre qui a dit « Une partie des étrangers des grandes métropoles commettent l'essentiel de la délinquance ». Qui a dit ça ? Qui? Vous me posez la question? Oui, ou à tout. Ah bah oui, demandez à Georges Fenech. Mais c'est Gérald Darmanin. C'est Gérald Darmanin. Mais oui, parce que lui-même fait le lien. Et tout en se oui. défendant. Non, mais ça c'est le génie de la Macronie. C'est qu'ils vont vous expliquer qu'il y a un lien entre immigration et délinquance. Et à la fin du raisonnement, ils disent « Mais je ne dis pas qu'il y a un lien entre immigration et délinquance. » Sauf qu'en fait, ils le font. Quand vous discutez objectivement en privé avec tous les spécialistes de l'immigration, les gens qui travaillent au ministère de l'Intérieur et même certains proches de ministres, ils le font et ils l'établissent. Et de toute façon, maintenant, les gens réalistes sur cette question-là, ça fait 10 ans qu'ils font le lien entre les deux. Non. Simplement, je trouve une chose, il y a un lien direct entre l'immigration légale et illégale. Ceux qui disent qu'il faut juste se concentrer sur l'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine, se trompent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'immigration clandestine, qui sont des anciens immigrés légaux. Et en fait, on n'y arrivera pas tant qu'il n'y a pas une rupture sur ce sujet. Il faut une rupture fondamentale. C'est pas une petite révolution. Il nous reste moins de 5 minutes. Non. La proposition de référendum qui a été faite par Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont aujourd'hui. Accordez-vous chez les Républicains, Gilles Maintré. Mais c'est très bien, justement. Pas à trouver une ligne mais attendez, personne ne parle au nom du parti. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire du 16e arrondissement de Paris, mais Gilles Maintré, aux Républicains, il y a 50 nuances de politique. Mais je m'exprime moi-même. Voilà, je vous dis, voilà, il y a cette initiative qui a été prise. Il propose 3 mesures, je ne sais pas si c'est les bonnes, c'est bien qu'il y ait un débat là-dessus, mais qu'il y ait un référendum sur le sujet, ça paraît
un RIP, puisque évidemment le gouvernement ne souhaite pas en faire. Ça paraît tout à fait nécessaire, parce que c'est un sujet sur lequel plus de 2 tiers des Français veulent s'exprimer. Bon, attendez. Laurent Jacobelli, s'il vous plaît, on arrête. En revanche, il nous reste moins de 5 minutes. Et on devait parler des atteintes à la laïcité, mais on va ouvrir sur la journée de demain, car demain, c'est la fête de l'Europe. Demain 9 mai, c'est la fête de l'Europe. Et dans le débat aujourd'hui, il y a une proposition de loi Renaissance qui ne plaît pas à tout le monde. Rendre le drapeau obligatoire sur les mairies, le drapeau européen qui sera obligatoire aux côtés du drapeau français. Alors on va écouter Manon Aubry, députée européenne, qui a un regard un peu particulier là-dessus. Et puis on va demander à Laurent Jacobelli, et même à vous, Gilles Maintré. D'abord, c'est une loi qui est cosmétique, puisque vous pourrez aller devant n'importe quelle mairie de France quasiment, vous aurez déjà le drapeau européen. Donc légiférer, pourquoi faire? C'est la première question qui se pose. Après, vous ne pouvez pas enlever le fait que le drapeau européen, ça renvoie aussi à une forfaiture démocratique quand on est français. On a voté, pas sur le drapeau, mais sur le traité constitutionnel européen en 2005. La France, massivement, a voté non à 55%, et ce même traité a été imposé par la suite. Voilà pour la réaction de la députée européenne, la France insoumise. Est-ce qu'il faut rendre le drapeau obligatoire sur les mairies? Le drapeau européen, bien sûr, aux côtés du drapeau français. Laurent Jacobelli d'abord. Non. Pourquoi non? Et non. Vous n'êtes pas européen, Laurent Jacobelli? Je suis européen. Allez dire ça aux européennes l'année prochaine. Je suis européen de fait, mais je ne suis pas un aficionado de l'Union européenne telle qu'elle est dirigée aujourd'hui, ni même de Mme von der Leyen et de la Commission européenne. Un drapeau, c'est le symbole d'une nation. Or, l'Union européenne n'est pas une nation. C'est un ensemble de pays qui sont censés travailler en commun. Et donc, ça veut dire qu'il y a un pas vers le fédéralisme et qu'Emmanuel Macron, mais ça on le savait déjà, considère que l'Union européenne est son pays et que la France n'en est qu'un des départements. Pas nous. Et puis surtout, vous lancez parfaitement bien votre campagne européenne. Pourquoi ça, ça donne les auditeurs qui vont pourquoi vous ça écouter. Nous sommes pour l'Europe des nations. Et une nation, son drapeau, c'est le drapeau national. Nous, c'est bleu, blanc, rouge qui n'empêche pas de travailler avec les autres pays. Surtout, pourquoi ça en ce moment? Excusez-moi, 2 secondes. Je termine mon raisonnement. Le temps parlementaire est court. Il y a de l'inflation, le prix de l'essence est encore élevé, il y a de l'insécurité, il y a de l'immigration, il y a la réforme des retraites. On va prendre du temps parlementaire pour discuter de ça. Ce gouvernement est à côté des préoccupations des Français. C'est un gouvernement doctrinaire. Est-ce qu'à la mairie du 16e arrondissement, je rappelle que vous êtes l'adjoint de la mairie du 16e, il y a le drapeau européen à côté du drapeau français? Je voudrais rebondir sur ce que dit Laurent Jacobelli. Non, bien sûr, je reviens tout de suite, parce que quand vous dites « je veux pas le drapeau de Madame von der Leyen », mais il ne s'agit pas, l'Europe n'est pas Madame von der Leyen, de la même façon qu'on peut ne pas être pour Emmanuel Macron ou pas pour François Hollande et mettre son drapeau français devant sa mairie. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, je ne vois pas en quoi mettre le drapeau européen affaiblit le drapeau national. On l'a pas sur le fronton, parce que c'est pas une obligation. On l'a à l'intérieur. Mais on a le drapeau européen. Et sur le fronton, s'il doit être obligatoire sur le fronton. Mais moi, je trouve ça très bien. Ça très bien, parce que l'Europe, la question de qu'est-ce qu'on veut comme Europe, elle est centrale. C'est pratiquement une des questions les plus importantes qu'on a posées aujourd'hui pour les questions d'immigration dont on vient de parler, parce qu'on pourra rien faire tout seul sans nos partenaires européens. Pour les questions de défense avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, la plupart, et pour les questions d'inflation, les plupart de pouvoir d'achat, la plupart de toutes nos questions prioritaires, toutes les questions qui préoccupent les Français sont à traiter au niveau européen. Nathan Devers d'abord et Georges Fenech ensuite. On est le 8 mai 2023. Oui, merci. Depuis 2 ans, en fait, le 8 mai a une valeur symbolique, mais j'y viens. C'est que c'est pas seulement la mémoire de la capitulation de l'Allemagne nazie, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est dans une Europe qui a été en guerre, qui est de nouveau en guerre, et où l'Union européenne se caractérise par son réveil. Il y a beaucoup de gens, et vous en avez fait partie, qui ont dit du mal de l'Union européenne, qui ont dit qu'elle était inefficace, qu'elle ne servait à rien. On voit aujourd'hui qu'au contraire, elle se réveille. Je ne vais même pas laisser la parole. Oui ou non pour le drapeau obligatoire? Je suis obligé vraiment de... Oui ou non? Merci. Je vous dis oui ou non, Georges? Bon, bah c'est fini. Voilà. Merci à tous les 5, c'était un plaisir.